Je suis ravie d'être là au Festival Atmosphère pour animer la table ronde consacrée au gaspillage alimentaire. On s'installe, comment... Voilà, alors on a Ilana Chic, que je vais appeler tout de suite. Hop Hop Food, voilà. Mandjean Mété, responsable de la restauration collective à Courbevoie. Jean Covillot, notre chef. Et notre dernier invité, Arash Derambarche. Voilà. Je vous laisse la parole. D'accord. Ouais, une petite introduction parce que après je dois repartir, sinon je vais me faire disputer par Pascal Signolet, donc j'ai intérêt à faire très attention. Je m'aperçois que quand il y a des tables rondes, tout le monde s'en va. Heureusement que les meilleurs restent. Plus personne. Ils ne se rendent pas compte de l'importance qu'il y a. Je parlais tout à l'heure, et vous m'avez déjà entendu, sur le gaspillage. Mais même nous, on gaspille, je dirais, ça m'arrive. Mais je veux dire, je fais très attention, et même si j'ai des grands-enfants, il y a des petits-enfants, je leur dis faites attention. J'ai horreur, par exemple, qu'on jette du pain. Symboliquement, c'est pour moi, parce que quand on jette du pain, c'est toute la nourriture. Vous allez me dire, mais vous jetez aussi autre chose, oui, peut-être. Mais le pain, mes grands-parents, ma grand-mère me disaient toujours, fais attention au pain. On faisait du pain perdu. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on fait du pain perdu? Vous en faites encore? Félicitations. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on n'avait pas de pain, des fois c'était du vin, mais si on n'avait pas de pain, il nous manquait quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a une telle consommation. Quand vous allez dans une grande surface, vous pouvez tout manger, vous pouvez tout prendre. Puis ce n'est pas deux petits paquets, c'est 4 ou 5 petits paquets. Alors des fois, on ne regarde pas les dates. Puis on regarde les dates, on jette. On a mis ça dans un placard, on a oublié. Et on s'est dit, mais attendons, il faudra peut-être qu'on fasse attention. Alors à force, on fait très attention. Quand on achète, on regarde les dates. Puis des fois, il y a des applications. On se dit ça, il ne faut pas l'acheter parce que ce n'est pas bon pour la santé. Je ne donne pas l'application, je fais ça faire de la publicité. Mais c'est bon aussi de regarder les applications. Ça permet quelquefois d'éliminer certains produits. Et au bout d'un moment, si on fait tout ça, les grandes sociétés vont peut-être pas vont arrêter de ce produit. Et on mangera sainement. Car il faut qu'on mange sainement. On n'a pas besoin de manger beaucoup, il faut manger bien. Puis c'est bon pour la santé. Ça nous permet, regardez, comment il est, il mange très bien. Alors c'est sa femme qui ne nous donne pas à manger, c'est pour ça qu'il ne grossit pas. Mais sinon, on arrive. Faisons attention quand même à nous. Voilà, je dois d'abord. Merci pour votre venue, vous aussi, vous ne devez pas manger beaucoup. Hein. Voilà. J'ai rien dit d'autre. D'accord. Non, mais il faut manger sainement. Et surtout, habituer nos enfants à bien manger. Ça, c'est important. C'est très, très important. Après, nous, c'est à nous de nous gérer nous-mêmes. Voilà. Maintenant, à tout à l'heure, puisque si vous voulez venir au spectacle, vous verrez en même temps, ça vaut la peine. Parce que c'est quelques jours qui sont organisés par Pascal Signolet. C'est quand même quelque chose de grandiose. Hein. C'est la 15e édition. Pourquoi c'est la 15e édition? C'est parce que c'était bon. Sinon, ça ne serait pas bon. Les gens ne seraient pas venus. Que pendant 15 ans, on refait la même chose. Il y a quand même des évolutions. Quand on voit les grands artistes qui viennent, dont les grands écrivains, les grands chercheurs dont vous faites partie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attire. Parce qu'en plus, quand ils viennent, c'est bénévole. Hein. Ils ne touchent pas de cachet. Hein. Moi non plus, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais c'est vrai, ça veut dire qu'on croit à quelque chose. Et c'est tellement beau de croire. Vous ne croyez pas? Voilà, merci. Bonsoir à tous. Je vais présenter peut-être un peu plus précisément nos invités. Ilana Chic de Hop Hop Food, une association qui lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Hop Hop Food rapproche ceux qui ont des excédents alimentaires pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Selon la dernière étude du Crédoc, en juillet 2025, 16% des Français sont touchés par la précarité alimentaire, dont beaucoup d'étudiants, et c'est un chiffre qui, depuis le Covid, augmente. Mandjean Mété, donc sur ma droite, qui est responsable de la restauration collective à Courbevoie, qui au quotidien fait tout pour diminuer le gaspillage alimentaire. On est à Courbevoie, une ville impliquée, très impliquée dans le gaspillage, dans l'anti-gaspi. Donc, Mandjean nous expliquera concrètement comment on fait pour réduire le gaspillage alimentaire, ce qui fonctionne, les freins, etc. Nous avons aussi le plaisir, je me retourne sur ma gauche, d'accueillir Jean
Covillo, un chef qui a eu un vrai déclic sur l'anti-gaspi, qui a fait Top Chef, hein, sa tête vous dit peut-être quelque chose, hein, il a fait Top Chef il y a 2 ans, c'est ça Jean, hein, c'est ça, et qui depuis enchaîne les pop-up restaurants, les projets éphémères, enfin plein de choses, avec toujours l'anti-gaspi au cœur de ça. Et puis notre dernier invité, il est ici chez lui, hein, est-ce qu'on le présente? Je ne sais pas, Arash Derambarche, adjoint au maire et délégué de la ville verte et durable, très investi sur les luttes anti-gaspi qui vont fêter leurs 10 ans l'année prochaine. Hein, et la France est un des pays pionniers. Le pays. Je disais un des, vous voyez, le pays, hein, le premier pays à avoir lutté par des lois contre le gaspillage alimentaire. Et son implication est évidemment locale, puisque Courbevoie, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la FAO, la FAO a décerné à Courbevoie le label Green City. Donc voilà, et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'imagine qu'ils sont nombreux, je m'appelle donc Hélène Huret, je suis journaliste, autrice et je suis professeure à Ferrandi et à Vatel. Et le fil rouge de mes activités tourne autour de la gastronomie durable et de la transition alimentaire. Donc voilà à peu près pour présenter nos intervenants. Je voulais juste faire une petite introduction pour vous dire qu'effectivement le gaspillage c'est un sujet sérieux. Il y a près de 10 millions de tonnes de déchets qui ont été produits en France. Parmi ces 10 millions de tonnes, il y a près de 4 millions, 3 millions 8 qui étaient encore comestibles. Donc évidemment, c'est choquant, c'est extrêmement choquant. Faut bien se rendre compte que le gaspillage, le maire nous l'a dit en introduction, en fait, c'est la face obscure de l'abondance. Il est intrinsèquement lié à la société d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes. Il est partout. Alors il y a évidemment celui visible de nos poubelles, c'est celui qu'on voit chez nous, qui est le dernier maillon de la chaîne. Et ça coûte cher sur un plan écologique parce que ce sont des produits transformés. Mais il commence, et on en parlera avec nos intervenants, au niveau déjà des champs, parce que 11% des fruits et des légumes sont écartés, trop grands, trop petits, trop verts, trop rouges, moches, en surproduction. Ils ne correspondent pas aux standards attendus par les supermarchés. Et puis j'avais demandé peut-être qu'on peut avoir une photo, je ne sais pas si on peut la voir, voilà. Et puis là, vous voyez, ce gaspillage, il existe aussi dans les mers. Alors peut-être que de loin, on croit que c'est de la houle. Peut-être que vous pensez aussi que c'est de l'écume. Eh bien non, pas du tout. Ce sont des centaines de milliers de merlans bleus morts. Une nappe qui s'étend sur 3000 mètres carrés. Des poissons qui ont été rejetés par le Margiris parce que ces merlans bleus avaient une valeur commerciale très peu élevée. Et ces images ont été capturées par Sea Shepherd en 2019, parce qu'évidemment, le monde de la pêche, c'est très opaque, on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Et on verra que la protéine, c'est compliqué de faire de l'anti-gaspi avec la protéine. Sur le thème des poissons, on peut se dire que l'élevage est peut-être mieux. Malheureusement, pas forcément. Si on regarde le saumon, un des 3 poissons préférés par les Français, 25% des saumons, c'est-à-dire donc un quart, meurent en cage. Et si on regarde le porc ou le poulet, c'est la même chose. C'est au moins 30% de ces animaux qui meurent en captivité ou pendant le transport. Donc voilà, si on continue à suivre les différentes étapes du système alimentaire, donc la production importante, on l'a vu, c'est 30% des pertes et du gaspillage alimentaire. Et puis ensuite, on a la transformation, là c'est environ 21% de pertes. Et puis la distribution. Alors sur la distribution, il y a des choses qui ont été faites parce que ça a été très choquant de voir les hypermarchés jeter des aliments comestibles. Au niveau de la distribution, c'est 14% du gaspillage alimentaire. Et enfin, l'état final de la consommation, c'est-à-dire chez nous ou dans les restaurants. Et là, c'est à peu près 33% des pertes. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu en guise d'introduction. Et j'aimerais qu'on fasse un premier tour de table avec nos invités pour savoir un peu, vous avez tous des parcours différents, passionnants. Et moi, j'aimerais savoir un petit peu, tous, vous avez eu un moment où la lutte contre le gaspillage est devenue une évidence. Et donc, j'aimerais que vous nous racontiez un peu ce déclic. Je ne sais pas qui veut se lancer, sur ma droite, sur ma gauche. Mandjean, on se lance. Merci. Moi, je vais plutôt parler à l'échelle locale. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est d'abord internationale, puis nationale et puis locale. On a, nous, à Courbevoie, la chance d'avoir des élus qui ont
conscientiser le problème du gaspillage alimentaire de par les retours qu'on a, hein, que ce soit des agents vides qui sont sur le terrain, que ce soit par les enfants, les parents. Et donc, on a des élus qui sont très engagés. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de mettre en place toutes les actions que je vais citer tout à l'heure. Et surtout, je pense qu'il y a une sorte d'émergence collective, d'intelligence collective qui s'est créée parce que la prise de conscience, elle est vraiment commune. On le voit au quotidien. Moi, je le vois avec mes collègues, je le vois avec, je l'ai dit, avec les enfants. Et même les enfants nous questionnent. Donc voilà, je pense que c'est au fil de l'eau, les choses se sont faites petit à petit. Jean, Ilana, vous voulez répondre à cette question ? Alors chez moi, le gaspillage, ça n'existait pas vraiment parce qu'on est une famille de radins. Donc voilà, nous, on jette rien à la poubelle. Et donc moi, je me suis sensibilisé assez tard parce que je le faisais assez naturellement. Et j'ai vu un reportage justement sur l'anti-gaspi. Et je me suis dit, oula, que va-t-on faire de ce constat morose et terrifiant ? Et je me suis dit, en fait, ça va un petit peu de... C'est simple, il suffit de le dire aux gens et on va s'en rendre compte assez naturellement que c'est... Enfin, c'est pas comme ça qu'on a envie de vivre. Et donc moi, à travers mes petits projets, je me suis dit, tiens, comment je peux sensibiliser, apporter un petit peu de lumière et susciter l'intérêt des personnes pour qu'ils disent, tiens, peut-être que le gaspillage alimentaire, je peux en faire quelque chose. Et moi, j'ai préféré amorcer ça en disant, en combattant le gaspillage alimentaire, on peut faire des économies dans un monde où tout augmente, tout devient plus cher. Mais en fait, si on gaspille moins, ça veut dire qu'on a besoin de dépenser moins et donc plus d'argent à la fin du mois. Donc voilà, je me suis dit comment tourner ça de manière un peu sympa et que les gens se disent, tiens, c'est un jeu, il y a des trucs à gagner. Merci. Ilana ? Oui, chez moi aussi c'était pareil, mais il n'y avait pas du tout de gaspillage possible. Mes parents ne voulaient absolument pas gaspiller parce qu'ils me disaient qu'il y avait trop de personnes qui étaient en difficulté, qui ne pouvaient pas se nourrir correctement, donc il était hors de question de gaspiller. Donc très petite, j'entendais ça, et donc au fur et à mesure, j'ai appris à ne pas gaspiller, à toujours finir mon assiette. Et puis, je suis devenue bénévole dans une association qui était située juste à côté de chez moi. J'ai rencontré les équipes de Hop Hop Food. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans maintenant que je suis salariée. Et je rebondis effectivement sur la ville de Courbevoie, où aujourd'hui, on lance notre partenariat. Donc, on officialise les actions qu'on a mises en place depuis plusieurs mois maintenant. Donc, l'idée, c'est avec Hop Hop Food, notre association, on propose une solution vraiment d'anti-gaspillage et en même temps de lutte contre la précarité. Donc, avec une application, on met en relation des professionnels et des personnes en précarité pour que les personnes en précarité puissent récupérer des produits qui auraient fini à la poubelle si Hop Hop Food n'était pas là. Et donc, on met ça en place, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Moi, c'est parce que j'ai grandi à Courbevoie, j'ai été étudiant indépendant dès l'âge de 18 ans, je gagnais que 800 € par mois. Donc à ce moment-là, j'étais bénéficiaire au Resto du Cœur et à la Banque Alimentaire, discrètement. J'ai demandé au supermarché de me redonner leurs invendus alimentaires discrètement pour que je puisse me nourrir le soir. On m'a dit que ce n'était pas possible. Donc je suis parti et j'ai essayé de convaincre des parlementaires de changer la loi. J'ai fait signer une pétition à 1,6 million de personnes avec la Croix-Rouge, avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et avec différentes ONG. La loi a été votée le 3 février 2016. Je suis parti dans 40 pays dans le monde ensuite. J'ai fait voter la loi dans plus d'une quinzaine de pays. J'ai essayé de convaincre ensuite l'Union européenne de passer cette loi, c'est en cours. J'ai demandé ensuite au maire de Courbevoie qu'on puisse en faire un laboratoire dans cette ville. Courbevoie ensuite a fait sauver plus de 500 000 repas depuis 2020. Et l'objectif, c'est que ce soit sur les supermarchés, que ce soit pour les commerces de bouche, les restaurants, les boulangeries, les maisons de retraite, les EHPAD. La restauration hospitalière, la restauration scolaire, c'est que voilà, chacun puisse penser aux autres, à soi, et pas juste penser qu'il y a une fatalité à la pauvreté, il y a tout ce qui nuit, par exemple le gaspillage notamment. Merci pour ces témoignages. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le concret. Comment est-ce qu'on fait en cuisine, en cantine, dans une association, dans une ville, pour limiter le gaspillage ? Voilà, nos participants vont nous expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils ont mis en place, et puis quelles solutions marchent vraiment.
Je sais pas, Jean, dans la restauration, les choses ont quand même pas mal évolué. Peut-être que tu peux nous en parler. Alors nous, dans la restauration, c'est un peu particulier parce que il y a deux choses. Le gaspillage, c'est quand même quelque chose que, nous, la nourriture, on la gère un peu au quotidien, et le fait de ne pas jeter à la poubelle, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps parce que on constitue nos cartes d'une certaine manière. Étant donné que les gens commandent des plats à la carte, on peut préparer en amont, et donc en fait dans les restaurants c'est déjà une habitude, et en restauration commerciale, on jette un petit peu, mais la vraie génération de déchets, c'est plus les clients qui ne mangent pas, parce que le fait de faire 10 muffins, d'en vendre 5 et on peut les repasser le lendemain, une purée, on peut en faire 20 portions, on en passe 15 le jour J et on peut en passer 5 le jour d'après. Donc c'est une vraie gymnastique d'esprit, et la gestion de denrées périssables, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien depuis très longtemps dans la restauration. Le truc qui est un petit peu nouveau, c'est comment nos fournisseurs justement changent à cette tendance. Et maintenant il y a de plus en plus de fournisseurs qui disent tiens, nous, nos pommes, elles font pas toutes la même taille, parce qu'en amont on arrive à dire aux producteurs mais en fait nous, nos pommes, vous nous mettez toutes les tailles, et donc on arrive à justement créer moins de gaspillage alimentaire en amont de la chaîne. Donc c'est pas foncièrement dans nos restaurants. Et un domaine qui génère énormément de gaspillage, c'est les séminaires ou les banquetings, parce que c'est des choses qui sont déjà prévues. Donc en fait on dit tiens, on va faire à manger pour 200 personnes, l'entreprise demande 200 couverts, le traiteur fait 200 couverts, et là en fait étant donné que c'est acheté, il y a une espèce de irresponsabilité des deux côtés qui se crée, en se disant en fait c'est acheté, donc dans tous les cas, que ça soit mangé ou pas, c'est acheté. Et ça, c'est très compliqué de faire changer les mentalités, et ça passe par nous, comment redéfinir cette offre, et c'est très compliqué. Donc si jamais vous devez faire un cocktail chez vous dans votre entreprise, pensez au gaspillage alimentaire en amont et ne commandez pas pour 12 milliards de personnes. Voilà. Je voulais juste aussi insister un peu sur les approvisionnements. Quand on s'est parlé, tu m'as parlé des légumes, comment les appros que tu avais, et puis aussi sur les protéines, quels étaient les leviers pour avoir des produits anti-gaspi par rapport aux approvisionnements. Alors ça c'était dans une de mes résidences. En fait, j'avais envie de sensibiliser les gens sur le gaspillage alimentaire. C'était une résidence qui s'appelait Des Restes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des restes. Et tout mon approvisionnement était fait chez les magasins non anti-gaspi. Et les supermarchés non anti-gaspi, c'est des supermarchés qui récupèrent tous les invendus et à des maillons de la chaîne très différents, c'est-à-dire les fromages. Je prends l'exemple, le gaspillage, on pourrait en parler pendant des heures, mais un exemple, c'est-à-dire dans les fromages, les AOP, elles ont énormément de critères. Et donc en fait, un camembert, s'il ne fait pas 180 grammes, alors là je vous donne des chiffres, vous pouvez aller vérifier parce que je ne suis pas sûr, mais si dans l'AOP s'écrit votre camembert doit faire entre 180 et 220 grammes, si le camembert il fait genre 178 grammes, ça ne marche pas, et c'est à la poubelle, parce qu'en fait le producteur il se retrouve avec genre 15 kilos de camembert. Autant il ne va pas manger 15 kilos de camembert, donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il les met à la poubelle et il calcule dans son business model, il y a 5% de ma production qui part à la poubelle, il répercute ça sur le prix, et donc en fait nous Antigaspi arrive à récupérer tous ces produits qui justement étaient sortis du circuit de distribution pour les revaloriser. Et moi dans mon restaurant, je me disais, j'allais voir ce qu'il y avait dans les rayons. C'était un partenariat qu'on a fait pendant 6 mois, j'ai fait à manger, on faisait un menu à 22 € entrée plat dessert dans le Marais. Là, c'est à peu près le prix du burger en ce moment. Et on arrivait à faire des menus. Après, ça demande une gymnastique d'esprit parce que à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, il faut être faut faire marcher son cerveau et se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, il y a ça, ça, ça. C'est une vraie gymnastique d'esprit. Ça demande d'être beaucoup plus malléable, souple. Mais je réussissais à faire ça parce que les clients qui venaient dans mon restaurant, ils étaient hyper curieux, ouverts, et en fait ils venaient pas pour manger une salade César ou un club sandwich, ils venaient pour goûter ce que je faisais, et ils étaient alors ça c'est ce qu'on dit en cuisine, on essaye d'éduquer nos clients au fait de se dire que nos cartes elles changent tout le temps, l'offre elle est un peu plus restreinte, mais ça c'est le restaurateur qui doit un petit peu éduquer et dire
nous, on cuisine super bien, on cuisine avec des super produits, donc faites-nous confiance et laissez-vous tenter par ce qu'il peut y avoir sur la carte. Est-ce que tout se joue en cuisine et quel est le rôle de la salle? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle de la salle dans l'anti-gaspi, dans la restauration commerciale? Alors, c'est vrai que moi dans le cas de mon concept, c'était important que la salle explique un petit peu le concept pour que les gens vraiment comprennent. Mais la vraie chose, c'est la salle peut diriger les ventes. C'est-à-dire que nous, dans des restaurants traditionnels, les serveurs ou les maîtres de salle qui sont vraiment très bons, ils peuvent réussir à diriger un petit peu les gens en disant regardez, ça c'est super bon, et nous en début de service on briefe un petit peu la salle en disant nous là hier ça fait 2 jours que vous vendez très peu de ce plat là, il faut nous le pousser un petit peu parce qu'on va pas pouvoir le garder 4 jours dans nos frigos, donc vous nous poussez ça, et là généralement c'est à ce moment là que bon, on fait ça avant que le produit soit périmé, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, quand on a des plats qui partent un petit peu plus que d'autres, généralement, c'est à ce moment-là que le service essaye de niveler un petit peu tout ça. Mais ça, c'est plus des ajustements de gestion, et c'est important de faire ça en amont. Ça, c'est les petits trucs et astuces qu'on fait, nous, pour justement se sortir de la panade. Mais l'important, c'est de créer un environnement ou un organisme pour justement pas se retrouver dans cette situation. Mais ça, c'est nos petits tips, mais je vais peut-être pas tout vous dévoiler quand même. Merci Jean. Je vais me retourner vers Mandjan, parce qu'en restauration collective, on sait que les volumes sont vraiment importants. S'il y a bien un endroit où on peut lutter contre le gaspillage, c'est dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement les approvisionnements, comment vous travaillez, avec quelle société? Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter en tout cas de vous présenter de manière factuelle et concrète les actions qu'on a mises en place à la ville de Courbevoie pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Je voudrais préciser que ce sont des initiatives que nous menons depuis quelques années avec 3 objectifs. Être efficace, être pédagogue, mais également être en cohérence avec les orientations nationales, notamment la loi Egalim. Pour bien poser le cadre, la ville de Courbevoie fournit en moyenne 8000 repas par jour, et cela va de la petite enfance aux seniors. On a un mode de fonctionnement qui est dit hybride, avec une cuisine centrale qui prépare les repas pour les crèches, le foyer, 10 écoles sur 35, et aussi un restaurant d'entreprise pour les agents municipaux. Ensuite, on a une délégation à un prestataire qui est aujourd'hui l'entreprise Elior pour la restauration dans les 25 autres écoles et qui fournit tout l'ensemble des goûters scolaires. En 2024, 58% de nos denrées utilisées pour les repas respectaient la loi Egalim, et dont 26% de produits biologiques, issus de l'agriculture biologique. Ce respect des approvisionnements labellisés, c'est un pilier en fait de nos actions. La loi Egalim, pour peut-être contextualiser un petit peu rapidement, c'est une loi qui oblige les restaurations collectives à se fournir en valeur d'achat 50% de produits durables. Donc les produits durables, ce sont les produits labellisés, AOP, bio, label rouge, et à minima 20% de produits bio. Alors, je vais vous présenter les 5 actions phares qu'on a mis en place et je vais essayer de vous expliquer comment elles s'articulent les unes avec les autres. En premier lieu, il y a le déploiement de tables de tri connectées dans les écoles primaires et de chariots connectés pour les maternelles. L'objectif, c'est de recueillir les données des déchets pour pouvoir ajuster après nos pratiques. Ça se présente de cette manière. Les enfants, après le repas, sont invités à aller vider eux-mêmes leurs assiettes. Et sur l'écran s'affiche le grammage qu'ils ont gaspillé. Donc déjà, tout de suite, ça leur permet de prendre conscience et de se rendre compte de ce qu'ils ont gaspillé. En parallèle, il y a un système de smiley qui permet aux enfants de donner leur avis sur leur repas. Donc ça nous donne aussi un retour sur la satisfaction repas. Donc vert pour très satisfait, orange pour satisfait, et puis rouge avec le smiley qui sourit pas pour dire qu'on n'a pas été content du repas. Toutes ces données, elles sont transmises sur une plateforme que nous consultons régulièrement et que nous pouvons corréler avec le taux de satisfaction. Ça nous permet, nous, de repérer les jours où les menus ont généré plus de déchets et moins de satisfaction. En ce qui concerne les écoles maternelles, ça fonctionne différemment, parce qu'on estime que les enfants sont trop petits
pour aller faire ces actions-là. Donc, ce sont les agents de la ville qui sont chargés en fin de service d'aller peser l'ensemble des déchets, de rentrer l'effectif sur le chariot connecté, et ça nous donne une moyenne. Je veux quand même préciser que ces tables de tri, nous avons eu la chance d'avoir un cofinancement par la région et aussi par le Sitcom, qui est un syndicat qui collecte, qui traite les déchets. Premier syndicat. Grâce à cet outil, on a mesuré, parce qu'il faut donner des chiffres, c'est important, qu'entre octobre 2024 et octobre 2025, le gaspillage dans les écoles élémentaires était en moyenne de 91 grammes par enfant et par repas, et 67 grammes pour les maternelles, ce qui est en dessous de la moyenne nationale qui est de 110 grammes. Donc ça permet de voir déjà que les actions qu'on a mises en place peuvent fonctionner, puisque évidemment, on observe que les enfants, en tout cas, gaspillent moins que la moyenne. Après, même si cet outil ne nous permet pas de cibler l'aliment qui a été le plus gaspillé, on a les retours des agents qui sont sur place, qui sont au plus proches des enfants. Je pense notamment aux animateurs, aux agents de restauration, les enfants eux-mêmes ou les parents. Ils nous font des retours quand le repas n'est pas satisfait. Et ça nous permet, nous, par la suite, d'ajuster nos pratiques, de revoir un menu. On ne va pas ne pas le représenter. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une histoire de cuisson? Est-ce que c'est une histoire de présentation? Voilà. Ça va nous permettre de réajuster nos pratiques. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que partant du constat que les fruits et légumes sont les aliments qui sont les moins appréciés par les enfants, et ça, c'est pas propre à Courbevoie, on le voit partout, la ville a mis en place des animations pédagogiques autour de l'assiette pour rendre les repas plus attrayants, pour éduquer au goût, à la saisonnalité, au circuit et sensibiliser aux enjeux écologiques. Et là, ça nous ramène à la seconde action qui est les animations autour de l'assiette. À titre d'exemple, à Courbevoie, on a le programme Jeunes Pousses Responsables en partenariat avec Elior, qui mobilise des animateurs spécialisés dans les établissements scolaires pour proposer des ateliers ludiques de découverte de produits, dégustation, activités autour de la provenance, de la saison, de différentes façons de cuisiner, etc. Durant l'année 2024-2025, les animations, elles ont tourné autour du chou, de la carotte, de la betterave, de l'orange ou encore de la lentille. On a choisi volontairement ces aliments-là parce qu'on avait remarqué qu'ils étaient le moins plébiscités par les enfants, pour diverses raisons. Parfois, c'est juste une méconnaissance. À la maison, on n'en mange pas. Ou alors, on en a mangé une fois, c'est pas passé, et puis on ne réessaie pas. Ou alors, l'orange, c'est tout bête, mais en fait, les enfants, ils n'arrivent pas à l'éplucher, alors ils la laissent de côté, ils ne la mangent pas. Et à ce titre, on a doté les écoles, les offices, en tout cas, de coupe-fruits, pour les agents qui puissent découper les fruits pour simplifier après la dégustation de ces oranges ou des autres fruits. Cette animation Jeunes Pousses Responsables, c'est 4 écoles chaque année qui bénéficient de ces animations, parce que ça représente 1000 enfants qui sont sensibilisés. C'est beaucoup, et d'autant plus qu'après, on fait une sorte de restitution qu'on appelle le salon de la restauration, où toutes ces animations sont reproposées, et cette fois-ci, c'est ouvert à l'ensemble des parents et des enfants courbevoisiens. Donc, ils peuvent bénéficier après de ces animations et de ces sensibilisations. La seconde animation, c'est la commission de menu des enfants. On va regrouper un groupe d'enfants dans une école. On va demander à un diététicien de venir leur expliquer c'est quoi un repas équilibré, et on va leur demander d'être acteurs. On va leur demander de proposer un repas équilibré. Donc ça vient d'eux, c'est cette démarche. C'est moi qui choisis le menu. Non seulement c'est moi qui choisis, mais en plus je vais choisir pour l'ensemble des enfants, puisqu'après le menu, il va être proposé sur l'ensemble des écoles. Donc tout de suite, il y a une sorte de responsabilité. Et en plus, on se sent acteur de sa propre alimentation. Et ça, on l'a remarqué, ça fonctionne parce que systématiquement, quand on a mis les menus faits par les enfants, c'est bizarre. À chaque fois, ils fonctionnaient, il n'y avait aucun problème. Les enfants nous disaient que c'était délicieux. Et on leur demandait, vous savez de qui ça vient? Oui, on sait que c'est nos camarades qu'ils ont choisi pour nous. Donc c'est vrai que les rendre acteurs de leur alimentation, ça permet aussi d'aider les enfants à mieux consommer leur repas. Autre animation, on a le test convive qu'on fait maintenant depuis quelques années. Ça consiste en fait à rassembler encore des enfants, une trentaine, une quarantaine, et à leur faire tester des nouvelles recettes.
Et si 7 enfants sur 10 valident la recette, alors systématiquement, on la met en fait, dans le prochain cycle de menu. L'année dernière, sur l'édition 2024, on a fait en sorte on a associé une sophrologue. Ça, c'était très spécial, mais c'était très intéressant, parce qu'on sait en fait que le contexte, l'ambiance du repas influence énormément sur le gaspillage. Parce que les enfants, on l'a dit, on est dans une société où tout va vite. Donc les enfants, ils sont amenés à déjeuner vite. Parfois, ils ont juste envie de sortir et d'aller retrouver les copains dehors. Et donc, ils ne prennent pas le temps de manger. Ils ne prennent pas le temps de découvrir. Donc la sophrologue les a invités à faire des exercices de respiration, à prendre le temps de découvrir, à regarder, à observer son assiette. Et le retour des enfants, c'est qu'ils ont énormément apprécié. Et ils ont appris en fait à manger tout simplement en pleine conscience. Et ça, c'était vraiment une expérience intéressante. On espère pouvoir le reproposer. Ouais. Donc là, c'était pour les animations. La troisième action, c'est les lots déclassés. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est intéressant. On a lancé. Atypique, non? C'est ça. C'est ça. Ouais. En 2024, on a lancé nos nouveaux marchés alimentaires. Les marchés durent 4 ans. Et on a eu la volonté d'intégrer 2 lots déclassés. Pour expliquer ce que c'est le déclassé, même si vous l'avez dit un peu tout à l'heure, ce sont les produits dont l'esthétique, le format ou la taille ne correspond pas forcément à ce qu'on a habituellement, mais dont la qualité gustative reste bonne. Sur les 2 lots qu'on a lancés, un seul a trouvé preneur malheureusement, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est le lot de fruits et légumes. Depuis janvier 2025, on a une entreprise qui s'appelle Atypique, ça s'affiche là, qui nous fournit des fruits et légumes donc déclassés. Et pour donner un chiffre, entre janvier et septembre, nous avons sauvé 14,2 tonnes de fruits et légumes grâce à cette démarche. C'est énorme. On voit ce que ça donne en équivalent de baignoires remplies et de repas. Ça, c'est une grosse démarche qu'on a lancée que récemment, mais qui, on se rend compte, est très forte, parce qu'en plus, il y a un gain financier, ça il faut le dire. Ces fruits-là, ces fruits et légumes, on les achète moins cher en plus. Ils sont bio souvent. Totalement, ils sont bio, ils sont locaux. C'est de très bons produits, on a de très bons retours et on est très 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 content de cette nouvelle action. Et l'objectif, c'est de renforcer de plus en plus et d'essayer de se procurer de plus en plus ce type de produit. Autre exemple concret qui ressemble un peu à ça, c'est l'entreprise Elior, donc j'ai cité tout à l'heure, qui fournit 25 écoles, qui travaille avec les vergers de Sainte-Viève, qui sont situés dans l'Oise, et qui proposent exactement le même type de produits. C'est des produits déclassés. Et pour donner un autre chiffre, entre septembre 2024 et juin 2025, ce sont 22 tonnes de pommes qui ont été valorisées en compote pour Courbevoie. Ouais. Donc cette démarche, elle permet non seulement de réduire le gaspillage alimentaire, mais de travailler en amont, puisqu'on s'attaque, ce que vous avez dit tout à l'heure, à la perte au champ, et aussi de soutenir les producteurs locaux, puisqu'on l'a dit, ce sont des produits locaux et bio. Ouais. Très fière de cette démarche. La 4e action, c'est ce que l'on ne peut pas faire avec le surplus en fin de repas. Et les repas qui n'ont pas été consommés. On en a aussi discuté tout à l'heure, dans le respect de la législation qui ne nous permet pas de redistribuer des repas cuisinés non consommés, mais des denrées non abîmées, oui. Et sous l'impulsion de Monsieur le maire, on a signé une convention avec une épicerie solidaire. Donc dans les écoles, les repas, enfin pas les repas, les excédents qui n'ont pas été consommés sont transférés à cette épicerie solidaire. On parle de fruits non abîmés, de lait en briques, de biscuits ou de produits de conserve comme les compotes. Un agent de la ville est chargé d'aller les récupérer sur les écoles. Les écoles appellent et disent moi j'ai une quantité de ces produits-là à donner. Et puis après, il va les remettre à l'épicerie solidaire. Je pense qu'ils en ont parlé un peu tout à l'heure. Et après, l'épicerie solidaire remet ces produits-là aux familles les plus nécessiteuses, moyennant faible coût. Et ça aussi, c'est une action qu'on peut qualifier aussi de sociale. C'est un bénéfice pour beaucoup. La 5e action, et la dernière, parce qu'il y en a quand même pas mal, elle se situe dans le cadre de l'appel à projet de restauration collective bio et locale de la métropole Grand Paris.
En 2024, la ville a été nommée lauréate de cet appel à projet après avoir déposé spontanément sa candidature. Et grâce à ce partenariat, les cuisiniers de la cuisine centrale vont bénéficier très prochainement, ce sera au mois de novembre, d'une formation animée par un chef du groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France. L'objectif, c'est de les initier à la valorisation des produits bio, de diversifier les recettes durables et de mettre en lumière les produits locaux. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que nos choix d'approvisionnement soient de plus en plus cohérents avec les objectifs du développement durable. Voilà, première action. Merci Manjan. Arash, vous voulez ajouter quelque chose à ce que Manjan nous a expliqué? Oui, en fait, j'associe évidemment Valérie Sicholet qui est sur la restauration scolaire. Et ce que je veux vous dire simplement, c'est que quand on dit que la politique, ça compte pas, en fait, si, la politique, ça compte, puisque vous voyez, si des agents de la ville et une politique se met en route, vous voyez, avec les enfants, les jeunes, les moins jeunes, appliquent et mettent en œuvre, en fait, ces principes, c'est parce qu'au départ, il y a une idée qui est venue et qu'on a essayé de mettre en œuvre et en place. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et la politique, c'est pas politiser un sujet. C'est pas, on fait pas ça pour des élections ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça fait plus de 10 ans qu'on est, en ce qui me concerne, que je suis sur ces sujets-là. Voilà, les élections passent, les mandats passent, mais les idées restent. Et là, ce que vous voyez, c'est que vous avez la chance, pour ceux qui sont là, d'avoir un chef très connu, d'avoir une association très connue qui est labellisée en France. Voilà, c'est ce que nous, dans notre ville, on essaie de mettre en place. Et au-delà, Courbevoie, aujourd'hui, est reconnu dans le monde entier. Moi, je me rends mardi matin, parce que je suis l'invité d'honneur des Nations Unies, de la FAO à Rome, le mardi 14 matin. Je reste 2 jours là-bas parce que c'est la journée mondiale de l'alimentation. C'est pour ça que le Festival Atmosphère a lieu en ce moment aussi. C'est que ça précède la journée mondiale de l'alimentation du 16 octobre. Il y aura beaucoup d'événements. Il y aura la journée notamment du goût. Je vais repasser dans une seconde le micro à mes camarades. Mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est que lorsque vous avez une idée que vous voulez le mettre en place, c'est toujours plus intéressant quand c'est transversal et que ça dépasse simplement la simple action politicienne. Là, c'est ce qu'on voit ici. Merci beaucoup. Je me retournerai maintenant vers Ilana. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est Hop Hop Food, comment ça marche et à quel niveau vous intervenez? Oui, Hop Hop Food, donc on existe depuis 2016. On est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. Donc on a développé l'anti-gaspi solidaire. Et voilà, j'ai une petite présentation, si on peut changer de slide. Oui, merci. Donc on a, comme Arash l'a dit, l'idée c'était avec Courbevoie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Comment on peut toucher encore plus de commerçants, comment on peut toucher encore plus d'artisans et d'acteurs pour se tourner vers l'anti-gaspi et la solidarité. Et donc on a signé ensemble une convention avec la ville de Courbevoie, avec le CCAS de Courbevoie et avec les commerçants et artisans de la ville, pour que les professionnels ne gaspillent plus et qu'ils aient une solution qui est digitale, où nous, Hop Hop Food, on s'occupe vraiment de tout. C'est-à-dire qu'on va voir les commerçants, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme solution, ou qu'est-ce qu'ils ont comme produit qui leur reste en fin de journée. Et on va leur programmer un certain nombre de paniers. Et quand ces paniers sont programmés sur l'application, le professionnel, il a juste besoin de nous dire, voilà, à la fin de la journée, moi, je voudrais qu'une personne passe entre 18h et 19h. Dans ce cas-là, c'est programmé sur l'application. Et de l'autre côté, on a une personne qui est en difficulté, qui a été identifiée, ça va être une famille qui est identifiée par le CCAS de la ville, qui va se connecter grâce à un code. Et donc, elle va se connecter sur l'application Hop Hop Food, elle va utiliser un code et elle pourra voir qu'entre 18h et 19h, elle peut aller chercher un panier à la boulangerie à Courbevoie. Et donc, on a décidé de former ce partenariat pour que, ensemble, on puisse aller encore plus loin. Parce que la ville connaissait à la fois les personnes en précarité avec le CCAS, les épiceries sociales, et en même temps les commerçants. Et donc, on a été sur le terrain. Arash était avec nous. On a été également avec Monsieur Beauval, Madame Amadi. On a été voir les professionnels et on a été leur montrer qu'est-ce que c'était qu'Hop Hop Food concrètement et comment ils pouvaient le mettre directement en place dans leur magasin. Donc ça, c'était un petit peu pour vous expliquer le contexte.
Donc voilà, on existe depuis 2016, on est reconnu d'intérêt général et sans but lucratif. On est présent partout en France et on a également notre antenne principale en Île-de-France. Et voilà, c'est la première fois qu'on lance un partenariat avec un CCAS. Et donc voilà, l'idée, c'était d'annoncer ça aujourd'hui. Et on a déjà ça fait depuis plusieurs mois qu'on est dessus. On a déjà plusieurs commerçants qui sont intéressés. Et voilà, on va lancer le partenariat. Hop Hop Food, on est anti-gaspi, mais l'idée c'est pas de donner n'importe quoi aux personnes qui sont en difficulté. L'idée c'est vraiment de proposer des super produits pour les personnes qui sont en précarité. Donc tout ce qu'on propose sur l'application, c'est évidemment des produits qui sont encore consommables. Et Guillaume Gomez, donc président du groupe Gastronomie Conseil et ancien ambassadeur de la gastronomie et ancien chef de l'Élysée, et parrain Hop Hop Food, parce que l'idée c'est vraiment chez Hop Hop Food, on est en précarité, mais on se nourrit bien. Donc voilà, les partenaires Hop Hop Food s'engagent avec une convention à offrir des produits qui sont encore consommables. Et dans la même continuité, ils s'engagent également à recevoir dignement, correctement les bénéficiaires et les recevoir comme des clients. Donc voilà, c'est plus de 900 commerces partenaires en France. Voilà, on a Stay City parce qu'on a le Stay City par exemple qui va commencer à Courbevoie. Ça c'est la solution qu'on est en train de développer à Courbevoie. Il y a Tribe aussi. Oui, il y a Tribe, il y en a plein d'autres. Ouais. Je ne les ai pas tous mis, mais oui, il y en a plusieurs. Tribe qui est le groupe Accor. Accor, exactement. Donc comment ça fonctionne? C'est les professionnels, il y a 2 applications. Donc les professionnels à qui on va programmer un certain nombre de paniers et qui pourront utiliser l'application pour ajuster les dons au jour le jour. De l'autre côté, une application pour les personnes en précarité qui vont se connecter grâce à un code. Et derrière, ils vont réserver les paniers quand ils sont disponibles et aller chercher en magasin. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de nous expliquer, on connaît tous Too Good To Go, c'est peut-être aussi de nous expliquer le fonctionnement par rapport à l'intérêt d'aller chez Hop Hop Food. Oui. Je parle pour des commerces de bouche, pour des restaurants, par rapport à tout ce type d'appli. Oui, bah justement, c'est la slide juste après. C'est ça. Donc, il y a plusieurs avantages à faire un partenariat avec Hop Hop Food. C'est que, nous, on aide des gens qui sont vraiment en difficulté. On n'est pas en train de proposer une appli vraiment de bon plan pour des personnes qui n'en ont pas forcément besoin. Nous, c'est des personnes qui sont ciblées, par exemple à Courbevoie, par le CCAS, par les épiceries sociales et solidaires. L'idée, c'est vraiment d'aider des gens qui sont dans le besoin. Et donc, pour les professionnels, ça peut être aussi les futurs clients du professionnel. Parce qu'on aide des gens qui sont qu'on appelle aussi en petite précarité, qu'on appelle aussi les invisibles, qui ont de quoi se payer un loyer, qui payent leurs charges, mais pour se nourrir correctement, pour faire 3 repas équilibrés par jour, ils n'ont pas assez. Et ces personnes-là, on a aussi des étudiants, une grande majorité de nos utilisateurs sont aussi des étudiants en précarité. C'est des personnes qui sont en précarité, qui peuvent être en précarité pendant 6 mois, pendant 1 an, et avec Hop Hop Food, on leur propose vraiment un petit coup de pouce. Et le jour où ils sont plus en précarité, ils peuvent aussi revenir chez les personnes qui les ont aidés, parce que en fait le code il a une durée de vie aussi. Donc quand ils sont plus en précarité, vu que c'est géolocalisé, c'est vraiment de se dire je vais retourner chez le supermarché qui m'a donné des produits quand j'étais en galère et qui retourne comme un client cette fois-ci et qui paye les produits le prix fort parce qu'il a les moyens à ce moment-là. Donc d'aider des personnes qui sont vraiment en précarité et pour un professionnel de pouvoir fidéliser ses futurs potentiels clients. C'est de maîtriser la politique commerçante parce que là, ce n'est pas des produits moins chers. Là, c'est des produits qui sont gratuits parce que ça va des gens qui sont vraiment dans le besoin. C'est une solution qui est simple. Le professionnel, en fait, c'est juste en fin de journée. Voilà, il met ses produits de côté. Il n'a même pas besoin de se connecter sur l'application la plupart du temps. Et derrière, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui viennent récupérer les produits et qui donnent aussi des sourires, qui sont contents parce que voilà, ça leur sert vraiment ces produits qu'ils vont récupérer. Donc c'est aussi encourageant pour les équipes qui font les paniers sur place. Et 2 avantages qui sont aussi essentiels, c'est l'avantage économique.
Le professionnel, il récupère 48% de la valeur de ses produits. Donc c'est presque autant en fait que si il vendait à moitié prix. Tout ça grâce à de la réduction d'impôts. Parce que c'est des produits qui sont gratuits, mais derrière, il y a de la réduction d'impôts parce qu'on est reconnu d'intérêt général. On expliquera juste après la différence même par rapport à d'autres acteurs. On est une application, donc tout ça c'est digital, on a accès à des chiffres clés. Donc par exemple, on a beaucoup d'établissements, notamment dans le secteur hôtellerie-restauration, qui ont besoin d'avoir des chiffres pour savoir combien de tonnes de CO2 ils ont évité. Voilà, toutes ces informations, nous on les a. Idem, là, l'idée c'est avec la ville, on va pouvoir savoir combien de personnes sur toute la ville on a aidé, combien de commerces ont fait des produits. Et tout ça parce que c'est digital, on a accès à tous ces chiffres clés. Donc voilà, je l'ai dit, qui sont les cibles, c'est principalement des étudiants, des familles qui sont en précarité, qui sont identifiées par la ville quand on est en partenariat avec la ville. Sinon, on a aussi des partenariats avec le Crous pour les étudiants, avec les missions locales pour les jeunes en difficulté, et voilà les différents CCAS. Et voilà, vous connaissez sûrement Too Good To Go ou Phoenix qui font des paniers anti-gaspi également, qui eux sont des entreprises. Donc là, nous, Hop Hop Food, on le rappelle, on est une association française et l'avantage pour le professionnel, c'est qu'il aide des personnes qui sont vraiment en précarité et non pas des personnes à la recherche de bons plans. Et le professionnel récupère le double. Donc, ce n'est pas 24 ou 26% qu'il valorise son panier. C'est vraiment, il récupère 48%, donc presque autant que s'il vendait ses produits à moitié prix. Ce qui est hyper intéressant pour le professionnel parce qu'il a donc un gain économique et il fait de l'impact derrière. Et il aide une association qui est française et reconnue d'intérêt général. Donc il n'y a pas, voilà, il y a plus à hésiter. Il n'y a franchement pas à hésiter. Là-dessus, on est d'accord. Je vois que le temps tourne. Mon voisin de droite me fait signe que le temps tourne très vite, passe très vite. J'aimerais quand même qu'on finisse. J'avais plein d'autres questions à vous poser, mais Jean, j'aimerais voir un peu. Déjà un peu qu'est-ce qui bloque encore dans l'anti-gaspi, et puis après nous donner un peu peut-être des conseils, et puis concrètement pour qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Qu'est-ce qui bloque encore déjà, peut-être, Jean? S'il y a encore des choses qui bloquent. Qu'est-ce qui bloque Non, je sais pas ce qui bloque. Moi, je suis team les petits bonheurs de la vie. C'est pas parce qu'une pomme elle est magnifique qu'elle est forcément meilleure. Et donc il y a forcément ce côté, on veut que les choses soient belles, mais en fait, il faut regarder la nature. Les pommes, elles font pas toutes la même taille. Et voilà. Et c'est comme nous, on n'a pas tous la même tête. Et pourtant, je pense qu'on est tous très beaux. Donc les produits, c'est pareil. Et non, en fait, c'est pour ça, moi, ce que j'essaie de dire, c'est vrai. Cuisiner anti-gaspi, genre des pommes, ça demande un petit peu plus de temps, c'est vrai, parce que les pommes, elles font pas toutes la même taille, donc on peut pas avoir quelque chose de mécanique. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans une société où en fait on prend que les trucs beaux et tout le reste on le met à la poubelle? Ou est-ce qu'on se dit, tiens, moi, tu sais quoi, je prends 5 minutes de plus le soir à éplucher des pommes qui font pas toute la même taille. Je vais économiser 5 € parce que mes trucs ils sont moins chers. Moi, je me dis, moi, j'ai envie de vivre dans une société comme ça où je prends 5 minutes de plus. De toute façon, je passe facilement 1 heure à scroller sur Instagram comme un gros débile. Donc, je peux prendre 5 minutes de mon temps pour éplucher des pommes qui ne font pas toute la même taille. Et après, le petit conseil que moi je donne sur l'anti-gaspi, c'est avant tout ne pas remplir son frigo comme un malade par la peur du manque. Mes parents, ils ont 60 ans. Je peux vous dire que dans leur frigo et dans leur épicerie, ils peuvent tenir 3 semaines fastoche. Mais voilà, genre les denrées qui sont périssables un peu plus rapidement. Donc on commence par la viande, les protéines. Après, les légumes et après les épices fraîches, plus ça se périme vite, plus on y va régulièrement. Et donc moi je sais que voilà, je consomme beaucoup moins de viande, j'en consomme un petit peu mais j'en consomme beaucoup moins. Et je vais acheter ma viande 2 fois par semaine, alors qu'en fait genre mes courses pour mon épicerie sèche ou sel poivre, j'y vais une fois dans le mois parce que mon paquet de lentilles je peux le garder 3 mois. Donc c'est plus les choses qui périment vite.
on y va plus souvent. Et puis de toute façon, enfin, je pense en ville, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on a tous un Franprix ou un boucher au coin de la rue. Moi, je pense à mes parents qui sont un peu en plein milieu, enfin, fin fond de la campagne. Pour aller au supermarché, ils doivent faire 10 minutes de voiture, alors que là, en fait, on a tout un peu à portée de main. Donc voilà. Il ne faut pas avoir peur du manque. Au pire, le jeûne, c'est très bon pour la santé, mais éviter de se blinder le frigo. C'est mes petits tips. Est-ce que... Et les petits tips pour faire des économies, c'est qu'il faut essayer de manger plein de choses différentes. Les légumes, c'est pas cher, et les légumineuses non plus. Donc en fait, rééquilibrer son alimentation en mangeant peut-être un peu moins de viande et un peu plus de légumineuses et de légumes, c'est chouette pour le portefeuille, c'est chouette pour la santé. Et voilà. Et comme ça, vous n'avez pas de boutons, parce que la charcuterie pour les boutons, c'est terrible. Donc vos adolescents, ils vous remercieront. Alors, en préparant cette table ronde, je vois que le temps s'accélère, donc je voulais donner peut-être un petit... Je ne sais pas si on aura le temps de faire des questions-réponses, mais une petite... Chloé Charles devait être une autre chef, devait être avec nous ce soir. Malheureusement, elle n'a pas pu venir, donc je l'ai quand même interviewée, comme j'ai parlé à chacun d'entre vous. Et c'est vrai qu'on a beaucoup en ce moment, je pense, Jean, que tu serais d'accord avec moi, de chefs qui se disent très engagés. Tout le monde est un peu dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Moi, je vois aussi à Ferrandi, tous mes élèves, dès qu'on parle de ça, me disent qu'ils vont faire des chips avec des épluchures de carottes, un pesto avec les fans de carottes ou de navets, enfin, bon, ce genre de choses. Et Chloé Charles, justement, me disait que, elle, son conseil, c'était de dire ça, on s'en fiche un peu, c'est pas le plus important d'aller utiliser les fans de radis, les fans de carottes, des trucs comme ça. En revanche, bien gérer son frigo et vider le plus gros, c'est peut-être ça le plus essentiel, en tout cas pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse faire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ça. Alors, je rebondis là-dessus. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que Chloé Charles disent. C'est vrai que manger les fans de radis, les épluchures de carottes, ok, c'est très bien, mais en fait, avant de manger ça, il y a tellement d'autres choses à manger qu'on jette à la poubelle. Et moi, franchement, quand avec nous anti-gaspi, je voyais de la viande qui part à la poubelle, je me dis c'est quand même dingue, et de la viande d'élevage, en fait je me dis, c'est quand même la vie, à la base la viande, et en fait on élève quelque chose, on le nourrit, ça coûte du temps, de l'argent, de l'énergie, on tue quand même un animal, donc il faut aussi avoir ce rapport à la vie qui est important, et après, ce truc on le jette à la poubelle, mais en fait c'est... Moi, franchement, je vais être honnête, si vous jetez vos fans de carottes dans le compost, franchement, c'est pas grave. Mais avoir cette réflexion vis-à-vis de la protéine animale et de se dire, mais en fait, ce que je jette à la poubelle, c'était potentiellement mon chien, sauf que ça n'a pas la même forme. Mais je trouve que là, on a quand même quelque chose un rapport un peu différent vis-à-vis du gaspillage alimentaire. Et je pense que le gaspillage alimentaire, il faut quand même voir ça, faut pas trop se mettre la pression, faut juste faire un état un petit peu honnête de ce qu'on fait. Moi, il y a 2 ans, dans mes restaurants, j'étais pas irréprochable, mais en fait, c'est pas grave. C'est juste une volonté de bien faire, et petit à petit, on s'améliore, on va un petit peu plus loin, et je pense que c'est plus un vrai cheminement et un développement que vraiment un espèce de truc de passer de 0 à 100 d'un coup, quoi. Oui, puis les bons chefs achètent des bons produits produits à mort, et travaillent et veulent travailler tout le produit. C'est la base Après, nous, c'est un petit jeu. Nous, travailler tout le produit, c'est un petit jeu parce que c'est là qu'on va réussir à surprendre un petit peu les gens. C'est là qu'on va réussir à avoir un petit peu de technique. Et nous aussi, c'est aussi un enjeu économique parce que si j'arrive à valoriser 100% de ma carotte, et en fait, au lieu de racheter du persil pour faire un pesto, je dis des bêtises, mais je prends mes fans de carottes pour faire un pesto, ça m'évite d'acheter du persil, donc ça veut dire que mon plat, je peux le mettre moins cher ou faire plus de marge. Voilà, les restaurateurs ont leur point de vue, voilà. Mais nous, il y a aussi un réel enjeu économique, et je pense qu'à partir du moment où on prend le gaspillage alimentaire d'un prisme un petit peu économique, et on se dit, tiens, en fait, on consomme de plus en plus, tout est plus cher. En fait, si on arrive à se dire, moi j'ai envie de faire des économies, si je consomme moins, et je pense que ça va pas aller en diminuant, donc en fait, plus ça va, plus les choses vont être chères, et donc en fait, moi je me dis, je préfère être heureux avec des choses simples, et comme ça,
j'aurais pas besoin de dépenser beaucoup de sous pour être heureux, plutôt que me dire allez c'est parti, je mange de la viande tout le monde et il y a un moment ça va coincer quoi. C'est sûr. Mais parler de perte, c'est de façon plus parlant pour des chefs d'entreprise. Hein. En RSE, c'est beaucoup plus, c'est ce qu'on fait, hein, que de gaspillage. Est-ce que justement Voilà. la perte peut pas se transformer en Ok, gain? Voilà, exactement. Voilà, ça peut être. Et Ilana, Oui, avec justement, Hop Up Food, évidemment. pour conclure, voilà un petit tips aussi, Ilana. Oui, rejoignez Hop Up Food dont le logo est le citron, parce que le citron, ça peut s'utiliser dans la consommation, mais également dans les produits ménagers. Donc voilà, toujours ne pas gaspiller, même votre petit citron. Mais attends, moi j'ai une question. Moi j'ai une petite question. Pour Hop Up Food, imaginons, moi je suis un particulier qui n'est pas forcément dans une situation de précarité. Est-ce qu'il y a un moment donné où je vais pouvoir interagir avec Hop Up Food, ou c'est juste des professionnels et des gens en précarité? Non, on a également une application pour les particuliers. Voilà. Donc, c'est toujours l'application Hop Up Food avec le citron jaune. Et donc, avec cette application, tu peux te connecter et mettre un sac de lentilles que tu peux proposer. Et des personnes qui sont en précarité, qui sont pas loin de chez toi, géolocalisées, vont pouvoir réserver ton sac de lentilles. Il y a un chat qui va s'ouvrir et vous allez vous mettre d'accord et tu pourras proposer tes lentilles à une personne qui cherche à lutter contre le gaspillage ou à qui tu as envie de faire un don. Genre tu pars en vacances et tu as oublié de vider ton frigo. Exactement. Voilà. Tout le monde, chez Hop Up Food, tout le monde s'y met, tout le monde lutte contre le gaspillage. On a la ville de Courbevoie, on a les particuliers, les professionnels, tout le monde est dans ce cercle vertueux. Voilà, merci. Sur ma droite, un petit conseil pour finir. Anti-gaspi pour les enfants. Jean. Moi, je rejoins ce qu'a dit Ouais. Jean. En fait, il faut observer, il faut essayer de comprendre pourquoi on jette. On analyse et après, bon, on a forcément, on a tout de suite des idées qui arrivent pour s'adapter. Et puis, les enfants, nous, on dit souvent dans la restauration collective qu'on est tributaire de ce qui se passe à la maison. Donc, il faut vraiment que les parents apprennent à leurs enfants à manger de tout, à découvrir, à ne pas avoir peur de découvrir des nouveaux aliments, parce que nous, on va proposer des choses qu'ils ne vont pas forcément manger à la maison. Et à éduquer au goût, tout simplement. Voilà. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Hein. Voilà. C'est eux qui vont. C'est important. Donc voilà, Donc ça se passe à la maison, on compte avec aussi les sur les parents, totalement. Arrache un petit... Moi, j'ai rien à rajouter. On a la directrice de la restauration scolaire, on a la responsable d'une grande association, on a un très grand chef et une professeure d'école, Ferrandi, qui est plus à présenter. C'est ça aussi. Donc moi, à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus rien à dire parce que je me mets en retrait, parce que à partir du moment où la société civile a pris ce sujet en main, moi, en tant qu'élu, d'ailleurs, je me retire puisque ça appartient à la société. Ce sujet appartient à tous les Français. Donc, il faut continuer et on va continuer encore et encore. Merci vraiment à chacun de vous vous impliquer autant. C'est très touchant parce que c'est, je le rappelle, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est la lutte contre la faim. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous.